Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Exo de Colle, aujourd'hui numéro 137. Et pour ceux qui se poseraient la question, 137, c'est bien un nombre premier. Bon voilà, je pourrais m'arrêter là. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions. Bien sûr, je déconne. Je déconne. On va se lancer évidemment dans cet exercice qui va entremêler algèbre et arithmétique. Un très joli exercice qui a connu une certaine popularité pour au moins deux raisons. La première, c'est que c'est un problème qui est tombé dans un concours assez prestigieux d'Amérique du Nord, j'ai nommé le Putnam, et ça n'a pas été n'importe quel problème, c'était le dernier problème posé dans les sujets concours, un des derniers problèmes posés, c'était le problème B6 de l'édition 2011. Donc déjà, rien que ça en impose. La deuxième chose qui explique peut-être sa popularité, c'est que cet exercice a déjà été abordé sur une autre chaîne YouTube de mathématiques français. Je ne vais pas vous dire tout de suite de qui il s'agit, je vais en parler d'ici quelques instants. Permettez-moi dans un premier temps de lire l'énoncé du jour, soit P, un nombre premier tel que P est supérieur ou égal à 3. On aimerait montrer qu'il existe au moins P plus 1 sur 2 valeurs de n compris entre 0 et P moins 1, tel que P ne divise pas la somme que vous voyez ici. Alors, j'ai 4 à 5 choses à dire avant de me lancer dans la résolution de cet exercice. Si vous n'avez pas envie de les entendre, vous pouvez très bien faire un saut dans la vidéo pour directement vous lancer dans la résolution. Mais je pense que c'est important de les avoir entendus avant de se lancer dans la résolution de cet exercice. Alors, première chose, le niveau. Je pense que cet exercice peut très bien s'attaquer en deuxième année de classe préparatoire à condition d'avoir déjà fait pas mal d'exercices d'arithmétique. Je pense qu'il est important d'avoir un bon bagage d'arithmétique, d'avoir de bons réflexes quant aux utilisations de formules possibles en arithmétique avant de se lancer dans cet exercice. Et vraiment aussi à avoir fait des exercices qui entremêlent arithmétique et algèbre. Je pense que ça aussi, ça a son importance pour vraiment avoir de bons réflexes devant l'exercice que vous voyez ici et peut-être avoir de bonnes idées pour vous amener à une résolution possible de cet exercice. Donc voilà, pour moi cet exercice, c'est un exercice plutôt de deuxième année de classe préparatoire. Bien sûr, cela ne vous empêche pas, si vous êtes en première année ou à des niveaux en deçà, ou voire même à d'autres niveaux, peu importe, ça ne vous empêche pas d'essayer de résoudre l'exercice, quoi qu'il advienne. C'est juste que je pense qu'il faut vraiment avoir un bon bagage de deuxième année de classe préparatoire en arithmétique et même plus arithmétique algèbre pour attaquer cet exercice. La deuxième chose que j'aimerais dire, c'est que cet exercice m'a été proposé par l'un d'entre vous. Vous allez voir le commentaire s'afficher en bas de l'écran. Donc merci à toi, toi qui m'avais proposé cet exercice et qui te reconnaîtra. La troisième chose que j'aimerais dire, c'est par rapport à ce problème B6 de l'année 2011. En effet, un truc hyper important qu'il me faut mentionner, parce que ça montre aussi le prestige de ce concours Putnam. J'ai déjà parlé du concours Putnam d'ailleurs dans une autre vidéo et je vais mettre en description cette autre vidéo, puisque c'est le deuxième exercice que nous abordons venant d'un concours Putnam. Donc voilà, bon, jamais 203 peut-être, on verra rien. Mais je tenais juste à dire que ce problème B6, lors de l'édition 2011, aucun étudiant n'a obtenu de points pour chercher à résoudre cet exercice. Vraiment aucun. Et ça, c'est très étonnant. Pourtant, ce concours Putnam a un certain prestige. Beaucoup d'étudiants s'entraînent sans relâche pendant plusieurs mois pour se préparer à ce type de concours. Et surtout que les problèmes qui sont posés demandent généralement une certaine intuition qui est généralement pas évidente pour les gens qui ne se sont jamais entraînés devant des problèmes de ce type. C'est vraiment, je pense qu'il faut gagner énormément en recul pour pouvoir attaquer ce genre d'exercice. Et bon, en avoir vu déjà des tonnes et des tonnes d'exercices de ce genre-là pour pouvoir peut-être prétendre à résoudre des exercices Putnam comme ça à tour de bras, sachant que ces exercices-là sont généralement très difficiles. Je pense que ça demande vraiment une intuition assez forte en général pour résoudre ces exercices-là. On l'a déjà vu donc lors du précédent exercice que j'ai attaqué de Putnam et on va le voir encore une fois pour cet exercice-là. Bien que mon objectif quand même ici, ça va être d'essayer de vous donner un petit peu plus d'intuition pour résoudre l'exercice du jour. Je vais en parler d'ici quelques instants un petit peu plus. J'aimerais juste dire la quatrième chose qui me semble assez importante à mentionner, c'est que cet exercice, comme je l'ai dit, a déjà été proposé par un autre youtubeur de mathématiques français, j'ai nommé Axel Arnaud. Donc si un jour tu vois cette vidéo, salut Axel. Ça me fait plaisir de parler d'une de tes vidéos. Donc, dans une de ces vidéos, il parle justement du prestige qu'a le concours Putnam et notamment propose comme exemple de résolution la résolution de cet exercice, très joli exercice, faisant appel donc à de l'arithmétique et de l'algèbre. Et la résolution que je vais vous proposer, c'est pas parce que vous avez vu la vidéo d'Axel Arnaud qu'il faut pas forcément regarder celle-ci, parce que cette vidéo aura pour but d'essayer de vous donner, comme j'ai commencé à le dire, plus d'intuition quant aux idées qu'il faut amener pour résoudre l'exercice qui est ici. Enfin, en tout cas, je vais essayer de faire de mon mieux. Et de vous proposer aussi une résolution légèrement différente de ce que a proposé déjà Axel Arnaud. Bien que, globalement, l'axe général va être à peu près la même.
Pourquoi? Parce qu'il me semble assez naturel de se porter vers des choses liées à de l'arithmétique et de l'algèbre pour attaquer cet exercice. Et pas forcément de partir sur différentes directions. Et cela m'amène donc au 5e point que j'aimerais aborder, c'est les questions de résolution. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais je pense que ça fait pas de mal d'y remettre une couche. Si vous avez d'autres résolutions, n'hésitez pas à les partager. Déjà, ça fera grandement plaisir de confronter les différentes idées que vous pourriez avoir par rapport à ce que j'ai eu comme idée ou par rapport à d'autres résolutions déjà connues. Donc ça, c'est toujours très cool. Mais sachez bien sûr que j'ai pas la science infuse. Évidemment. Je ne suis pas le seul détenteur de l'unique résolution de l'exercice que je propose en vidéo. Il peut exister plusieurs résolutions possibles. Et là, je me permets vraiment de le mentionner parce que pour cet exercice-là, il en existe des tas et des tas de résolutions distinctes. Donc vraiment, c'est pas parce que je vais proposer une résolution particulière que forcément c'est l'unique résolution possible de cet exercice. Toutefois, je dirais que la résolution que je vais vous proposer, tout comme la résolution qu'avait proposée Axel Arnaud, c'est une résolution qui va être des plus naturelles. C'est-à-dire que ça va coller un petit peu plus à la thématique proposée par l'exercice et ça va juste amener différentes idées qui sont en lien avec cette thématique. Et ça, je pense que ça donne une résolution qui fait un petit peu plus sens par rapport à n'importe quel étudiant random qui tomberait sur ce type d'exercice et qui a un minimum de connaissances en arithmétique et en algèbre. Donc voilà, je pense que la résolution que je vais proposer est assez naturelle, mais bien évidemment, ça n'est pas l'unique résolution. Et c'est déjà arrivé dans d'autres vidéos de la chaîne que d'autres gens me proposent des résolutions et que cela m'a permis de vous proposer notamment des numéros de complément sur les exos de colle, donc ou petits exos de colle. Donc vraiment, n'hésitez pas à partager, ça fera toujours plaisir de discuter de mathématiques comme toujours avec vous et notamment de discuter de différentes résolutions. C'est en confrontant les différents points de vue qu'on peut essayer de se poser la question, mais est-ce qu'il n'y a pas quelques points qui pouvaient racoler? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui pouvait être intéressant des deux parts de résolution? Voilà, il y a toujours des trucs à ressortir de différentes résolutions possibles. Bref, ça fait déjà suffisamment de blabla d'introduction avant d'attaquer l'exercice. Je ne vais pas vous donner un plan de résolution pour cet exercice, mais comme je l'ai dit, je vais juste chercher à vous donner une intuition pour résoudre cet exercice, de vous donner de plus en plus d'intuition pour vous faire comprendre comment on aurait pu résoudre cet exercice avec les connaissances que l'on a en classe préparatoire deuxième année. Voilà, donc je vais présenter une espèce de plan que je vais résoudre étape par étape, sans même laisser de pause entre les deux, juste pour vous montrer en fait quelles étaient les idées qu'il aurait fallu avoir et essayer de vous amener petit à petit cette intuition qui vous permettra de résoudre l'exercice même un peu par vous-même, sans même que moi-même je vous donne l'idée générale de la résolution. J'aimerais vraiment essayer de vous donner les bonnes idées pour tout ça. Bref, avant que je commence à ne me répéter, parce que je pense que je suis déjà en train de le faire, je vous invite à faire une pause sur la vidéo pour essayer de résoudre l'exercice par vous-même avant que je ne vous dise quoi que ce soit d'autre. Ok. J'espère que vous aurez essayé. Et donc, comme je l'ai dit, je vais proposer un plan de résolution, mais je vais en même temps lancer la résolution de l'exercice. Et il va y avoir quelques blabla supplémentaires dans cette résolution, histoire de vous donner, comme je l'ai dit, de l'intuition pour pouvoir résoudre l'exercice proprement. La première étape, alors ça paraît tout bête, mais la négation d'une égalité, la négation d'une relation divisée, la négation de n'importe quel type de relation, généralement, on n'aime pas trop ça en mathématiques. Juste pensez-y, est-ce qu'on a plus de facilité à comprendre une égalité qu'une inégalité? Est-ce qu'on a plus de facilité à comprendre une inclusion entre deux ensembles qu'une non-inclusion entre deux ensembles? Est-ce qu'on a donc plus de facilité à comprendre une divisibilité qu'une non-divisibilité? Bon, la réponse est oui, évidemment, on comprend un peu mieux une divisibilité. Et donc, ce qui pourrait être plutôt une bonne idée, c'est de changer l'énoncé en un énoncé affirmatif. Et donc, cette première étape, je vais l'appeler de manière rigolote. Attention, c'est difficile à dire. Allez, tu vois, je me plante. Affirmativisation. Je suis sûr que ce mot n'existe pas dans le dictionnaire, mais c'est pas grave, ça m'amuse. Donc on va affirmatiser, enfin bref, on va faire une affirmitabilité. Ah, mais j'arrive même plus. On croirait congolexicomatisation, quoi, des lois du marché. Hein, ça fait penser à ça, la congolexicomatisation. Là, c'est l'affirmativisation, ça y est, j'ai réussi, de l'énoncé que nous avons ici sous nos yeux. Donc c'est parti. Là, ici, ce qu'on nous demande, c'est de regarder le nombre d'éléments compris entre 0 et p-1 qui vérifient cette propriété-là. On demande de montrer que ce nombre
Donc j'écris l'ensemble qui nous intéresse. Tac, donc qui ne divise pas la somme pour k allant de 0 à p-1 de k factoriel n puissance k. Et on veut que ce nombre soit au moins égal à p plus 1 sur 2. Très bien, alors je veux donc changer cette expression en quelque chose d'affirmatif, donc je voudrais déterminer les nombres n, toujours dans le même ensemble, tel que je veux que p divise la somme. K factoriel n puissance k. Alors bien sûr, les deux ensembles sont complémentaires l'un de l'autre, donc ça veut dire que l'union fait tous les éléments compris entre 0 et p-1. Il y a combien d'éléments entre 0 et p-1 ? Il y en a p. Et donc, il suffit de faire une soustraction entre le p plus 1 sur 2 et le p plus 1 sur 2 et p pour avoir une idée de ce par quoi je vais. Là, ici, je minore et là, je vais donc majorer, puisque je suis en train de regarder le complémentaire. L'inégalité va aller dans l'autre sens. Et donc, en faisant la soustraction de p par p plus 1 sur 2, je vais me retrouver avec p moins 1 sur 2. Et donc, ces deux choses-là sont équivalentes. Donc ça revient à dire qu'il faudrait montrer que le nombre d'éléments n compris entre 0 et p-1 tel que p divise cette somme est inférieur ou égal à p-1 sur 2. Alors allons un tout petit peu plus loin que juste rendre affirmatif l'énoncé. On va aller un tout petit peu plus loin en écrivant la chose de manière un petit peu plus polynomiale. Et donc, si je voulais essayer d'écrire les choses un peu plus polynomialement, ce que je peux faire, c'est dans un premier temps parler de congruence, parce que là, normalement, quand on a des relations de divisibilité, on a envie de penser congruence. Et là, je vais donc parler de congruence. Donc là, je suis en train de chercher les n, compris entre 0 et p-1, tel que, en fait, la somme qui est ici en jeu, k factoriel n puissance k, soit congrue à 0 modulo p. Donc ça doit être inférieur ou égal à p-1 sur 2. Et si je vais encore un tout petit peu plus loin, je peux me rendre compte, et c'est là le réflexe d'algèbre qui peut être intéressant, c'est justement de reconnaître quelque chose de polynomial. Là, vous voyez un n puissance k, k allant de 0 à p-1, vous pouvez penser polynôme. Et là, vous êtes en train de chercher des racines à un certain polynôme qui se trouve dans quoi ? Parmi les congruences modulo p des nombres compris entre 0 et p-1. Donc là, en l'occurrence, parmi les éléments qui sont juste dans z sur pz, tout simplement. Donc là, c'est équivalent à dire, vous cherchez le nombre de racines, je vais noter alpha, le nombre de alpha. Donc le nombre de alpha dans z sur pz, tel que, je veux que la somme de k allant de 0 à p-1 de k factoriel x puissance k admet alpha comme racine. Et vous voulez que ce truc-là soit inférieur ou égal à p-1 sur 2. Donc voilà, après j'arrive toujours pas, affirmativisation, voilà. Donc après cette petite transformation sur notre énoncé de départ et le passage au polynôme, on en arrive au fait qu'on est en train de chercher à montrer que le nombre de racines au polynôme, donc alpha racine de k factoriel x puissance k, k allant de 0 à p-1, c'est inférieur ou égal à p-1 sur 2. Donc voilà le but du jeu que nous nous sommes fixés en passant par des polynômes. Et déterminer des racines de polynômes, bon ça c'est quelque chose d'assez classique. Alors maintenant on va passer par une deuxième étape qui n'est pas vraiment une partie de la résolution, mais qui est quand même quelque chose qui est bon à connaître. C'est une notion de congruence sur les polynômes, puisque là on va devoir parler de polynômes. Et donc je vais me permettre de faire une petite parenthèse sur des congruences de polynômes. Alors, si je prends deux polynômes, p et q dans z crochet x, je vais considérer que ces deux polynômes sont congrus dans z sur pz, si et seulement si, pour n'importe quel alpha dans z sur pz, je demande à ce que p de alpha soit congru à q de alpha, enfin soit égal à q de alpha. Alors, vous voyez qu'il y a quand même une petite différence à juste regarder la congruence des coefficients de polynômes. Bien sûr, demander ça
va impliquer une égalité sur la congruence des coefficients modulo P, des polynômes qui sont en jeu, évidemment. Mais là, on demande un petit peu plus. On demande vraiment une égalité sur l'évaluation des polynômes qui sont en jeu par rapport à alpha. Ce qui demande donc un petit peu plus de choses à vérifier. C'est pas si évident à voir. Et donc là, en l'occurrence, le fait d'avoir ça, ça peut vous faire penser peut-être à, par exemple, un type de polynôme. En tout cas, je vais vous en donner un qui est hyper important à connaître. C'est un polynôme lié à une propriété que vous connaissez bien, c'est la formule d'Euler. Donc, si je pense à la formule d'Euler, eh bien, je vais avoir que, notamment, le polynôme x puissance p, il est congru à x dans z sur pz. Ça paraît bête à dire, mais c'est quand même important de le mentionner. Donc, en effet, x puissance p est congru à x, ce qui signifie aussi que x puissance p moins x est congru à 0. D'accord? Donc, n'importe quel nombre que vous prenez dans z sur pz, vous mettez à la puissance p, ça donne le même nombre de départ, hein, bien sûr. Ça fait partie donc de la formule d'Euler. Et donc, là, vous avez cette congruence de polynôme, et à cause, ou plutôt grâce à la congruence de polynôme que nous avons ici, vous pouvez affirmer que n'importe quel polynôme est congru à un polynôme de degré inférieur ou égal à p-1. Donc, je vais l'écrire pour n'importe quel... je vais peut-être pas l'appeler P parce que sinon après on va avoir 2P dans notre affaire, ça va pas être cool. Donc je vais l'appeler pour n'importe quel polynôme Q dans Z crochet X. Il existe un polynôme R dans Z crochet X. Z crochet X tel que le degré de R est inférieur ou égal à P-1. Et vous avez que Q est congru à R. Donc dans Z sur PZ bien sûr. Et pour démontrer ça, c'est pas très difficile, il suffit de penser à faire une division euclidienne de Q par rapport au polynôme x puissance p moins x. Donc là, en fait, ça vient d'une division euclidienne de Q par x puissance p moins x. Donc si vous faites cette division euclidienne, eh bien, vous allez vous ramener à un polynôme de degré inférieur ou égal à p-1. Bien sûr, la division euclidienne est possible sur les polynômes à coefficient dans z puissance p, enfin z sur pz par exemple, ou même z crochet x, il y a des divisions euclidiennes qui pourraient être possibles. Là, notamment, la division euclidienne que je propose, c'est une division euclidienne par rapport à un polynôme unitaire. Je précise parce que ça c'est quand même important. Donc quand on fait une division euclidienne par rapport à un polynôme unitaire dans z sur z crochet x, on peut le faire. Je vais aller jusqu'au bout de ma parenthèse. Pourquoi je suis en train de justifier ça? C'est parce que normalement, z crochet x, c'est pas un anneau euclidien. C'est-à-dire que c'est pas un anneau dans lequel on peut faire de la division euclidienne. Les anneaux euclidiens, ce sont des choses que nous avons déjà vues dans d'autres exercices. Pareil, je vous mets les liens en description si ça vous intéresse. Mais bref, z crochet x, notamment, n'est pas un anneau principal. Et comme c'est pas principal, c'est pas euclidien. Voilà, donc ça fait partie des petits réflexes par rapport à la division euclidienne. Mais toutefois, on peut faire quand même de la division euclidienne d'un polynôme par un polynôme unitaire. Ça, c'est tout à fait possible. Et là, en l'occurrence, je propose de faire une division euclidienne par rapport à x puissance p moins x. Et ça va marcher. Très bien. Donc, comme quoi, voilà, je fais quand même ma parenthèse ici parce que c'est important de mentionner que oui, la division euclidienne sur de n'importe quel polynôme par n'importe quel autre polynôme n'est pas toujours existante. Mais par contre, je peux très bien faire de la division euclidienne par rapport à un polynôme unitaire. Sinon, si vous ne voulez pas vous embêter, vous pouvez mettre un irrationnel, mais bon, j'aimerais bien quand même me ramener à des polynômes qui sont encore dans z crochet x. Donc évidemment, c'est quand même un peu plus pratique. Bref, parenthèse close. J'aimerais maintenant vous donner une intuition d'un point de vue polynomial. Donc en fait, je vais vous donner un résultat, un point, sur les polynômes, qui va vous permettre peut-être de mieux comprendre pourquoi c'est pas une mauvaise idée de passer par des polynômes dans notre affaire. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de chercher des racines d'un certain polynôme. Un polynôme qui, notez-le, est de degré P-1. D'accord? Donc ce polynôme est de degré P-1, et vous êtes en train de dire que le nombre de racines de ce polynôme est majoré par P-1 sur 2. Alors si vous réfléchissez un petit instant, avoir un nombre de racines de polynôme qui est inférieur strict au degré du polynôme, alors ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut vouloir dire peut-être qu'il y a des facteurs irréductibles de ce polynôme, ce qui n'est pas impossible a priori. Mais un autre truc auquel vous pourriez penser, c'est de vous dire, si on imagine que le polynôme il est quand même scindé, eh bien ce polynôme ne pourra pas être scindé à racine simple. C'est-à-dire que forcément, il va y avoir des racines
qui pourraient être multiples. Vous voyez? Donc on pourrait commencer à se dire, on est en train de diviser par 2, on est en train de se dire, enfin on peut commencer à se dire, bah ça veut dire en fait que dans notre polynôme, il doit y avoir des racines multiples. Et pourquoi pas, alors là, c'est vraiment une hypothèse à laquelle il faut penser, mais c'est pas évident du tout à penser comme ça, parce que c'est pas trivial le lien qu'il y a entre ce résultat-là et cette histoire de racines multiples. On pourrait se poser comme question, c'est est-ce que par hasard, être une racine de ce polynôme équivaut à être une racine double de ce polynôme? Et si on a des racines doubles, eh bien on ne peut pas avoir plus du degré du polynôme divisé par 2 de racines, puisque toutes les racines doubles minimum, ça veut dire que dans votre polynôme, votre factorisation de polynôme, vous allez avoir un x moins alpha à la puissance m alpha, disons, et ce m alpha, ce m indice alpha, ça va être une valeur entière plus grand ou égale à 2. Et si vous faites le tour du nombre de racines que vous auriez, par exemple, eh bien, ça voudrait dire qu'à un moment donné, vous allez dépasser le nombre de racines que vous allez demander, enfin, vous allez dépasser, pardon, même le degré du polynôme qui serait en jeu. Donc voilà, ça peut vous donner des idées de quel genre de choses on pourrait chercher à démontrer pour pouvoir amener au résultat qui est ici. Et donc voilà la petite proposition que j'aimerais faire, c'est que si soit P un polynôme dans K crochet X, K un corps quelconque, tel que toute racine de P est multiple, alors, eh bien, le nombre de racines de P est inférieur ou égal au degré de P divisé par 2. Et c'est pas très difficile, vous pouvez vraiment le faire par l'absurde, en supposant que vous avez un nombre de racines qui est supérieur strict au degré de P sur 2. Donc ça voudrait dire que vous avez en fait les multiplicités des racines qui sont supérieures ou égales à 2. Vous écrivez donc votre factorisation de ce polynôme P avec peut-être des polynômes irréductibles qui pourraient apparaître à la fin. Parce que néanmoins, Z crochet X, c'est quand même, dans l'exemple, alors il faudrait peut-être que K soit factoriel, enfin K étant un corps, on ne va pas s'embêter plus que ça. Mais si c'était un anneau, on pourrait faire un peu le même genre de truc à condition qu'on travaille dans un anneau factoriel. Bref, là je suis en train de discutailler des choses, c'est vraiment si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus ou si ça vous parle. Si ça vous parle pas du tout, c'est pas grave. Mais ça veut dire que votre polynôme, vous allez pouvoir l'écrire comme produit de x moins alpha à la puissance m alpha, avec d'autres produits peut-être de polynômes irréductibles. Mais ce qui va être important, c'est que bon, bah, vous multipliez par des polynômes irréductibles, donc forcément vous allez avoir des degrés qui peuvent être supérieurs. Peut-être juste un élément inversible, ça c'est pas impossible. Puis après, vous allez vous retrouver avec un produit de au moins strictement, donc plus que le degré de P sur 2 racines qui vont être de multiplicité au moins 2. Donc du coup, d'un point de vue degré, vous allez dépasser le degré de P, ce qui sera une contradiction. Voilà, je vous laisse le soin de vous amuser à rédiger proprement ce truc-là. Et donc, on va essayer de se servir de ce résultat-là pour démontrer ce résultat-là. Et donc, je pense que vous devriez commencer à avoir une première idée. Comment on fait pour vérifier qu'une racine est multiple dans un polynôme? Alors vous pourriez me dire, bah, une des premières conditions, définitions pour vérifier qu'une racine est multiple, c'est de vérifier si x moins alpha au carré divise le polynôme P. Pas tort. Vous pourriez peut-être faire un peu autrement. Vous pouvez aussi regarder le polynôme dérivé. Et si votre polynôme P et votre polynôme dérivé s'annule en la même valeur, alpha, disons, alors ça veut dire que alpha est une racine multiple, au moins double. D'accord? Donc je rappelle qu'une racine multiple, ça veut aussi dire qu'il faut que P et P' aient la même racine alpha qui serait donnée. Donc je rappelle aussi, donc alpha est multiple. De multiplicité, je vais me mettre un peu plus précis, de multiplicité K supérieur ou égal à 1, si et seulement si, eh bien P de alpha égale tac 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 égale P à la puissance, enfin dérivée K-1 plutôt, dérivée K-1 de alpha égale 0 et la dérivée Km, bon ça ne va pas m'importer beaucoup, ne vaut pas 0 en alpha. Bon ça ne va pas m'importer beaucoup, moi ce qui m'importe c'est de montrer que les racines qui sont en jeu sont multiples, donc qu'elles sont au moins doubles, c'est-à-dire que P de alpha égale P' de alpha égale 0. Alors, petite chose rigolote qui peut être bien à avoir en tête pour la suite, c'est si je m'amuse à le faire avec le polynôme qui est ici.
Si je regarde le polynôme qui est ici, quand je le dérive, je vais me retrouver avec, je vais l'écrire parce que je pense que ça c'est cool, je vais me retrouver avec p fois x puissance p moins 1 moins 1. Et bah, p fois x puissance p moins 1, d'un point de vue congruence, p, bah, ça vaut 0, modulo z sur pz. Donc ça veut dire que ce polynôme-là, bah, en fait, dans z sur pz, ça va être égal à moins 1. Et donc ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que toutes les racines qui sont dans le jeu sont des racines simples. Mais il y a combien de racines? Bah, il y a tout le monde, a priori, il y a tous les éléments qui sont dans z sur pz. Donc ça fait P éléments. Vous avez un polynôme de degré P, etc. Bon, bah, ça veut dire que vous pouvez écrire une formule factorisée de votre polynôme en disant que en fait, ce polynôme-là, donc je vais essayer de l'écrire là peut-être, x puissance P moins x, bah, c'est en fait le produit des x moins alpha, alpha, dans z sur Pz. Voilà. Donc bah, ça vient aussi du fait que ce polynôme-là se factorise de manière unique de cette manière-là. Et cette factorisation vous met en avant aussi que toutes les racines sont simples. Notez que la dérivée donne une constante ici. Important. Bref, maintenant que ceci est dit, lançons-nous donc dans cette première idée de résolution en se disant, bah allez, allons-y gaiement. Hop. Voilà, donc 4. Avec une première idée. Vous allez voir que cette première idée n'est pas tout à fait la bonne idée. Et il va falloir ajuster. Considérons donc notre polynôme, on va l'appeler Q, notre polynôme somme pour k allant de 0 à p-1 de k factoriel x puissance k. Notez que le degré de p, c'est p-, enfin de q, pardon, c'est p-1. Donc le degré de q, c'est p-1. Pourquoi? Bah parce que le coefficient dominant, c'est p-1 factoriel. D'accord? Et ce p-1 factoriel, bah, c'est clairement non nul, puisque vous faites juste le produit d'éléments qui sont inversibles dans z sur pz. Autre raison possible, si vous connaissez la valeur de cette chose-là dans z sur pz, ici ça vaut moins 1, c'est le théorème de Wilson, et c'est un résultat que nous avons déjà établi dans un très ancien exo de colle, c'était l'exo de colle numéro 16. Là, pareil, je vous mets la référence en description si ça vous intéresse d'y jeter un coup d'œil. Mais je n'ai pas forcément besoin de savoir ça pour pouvoir avancer dans ce qui va suivre. Très bien, alors je vais considérer alpha. Alors oui, remarque importante, alpha égale 0 n'est pas une racine. Parce que si vous faites Q de alpha, vous allez juste vous retrouver avec 1, qui est le terme en 0, 0 factoriel ça fait 1. Donc 1 fois x puissance 0, puis après vous allez vous retrouver avec juste des fois x, des x puissance quelque chose plus grand et des constantes, et bah, ça, ces x puissance plus gros, vont valoir 0 automatiquement, donc on se retrouve avec ça, et ça c'est non nul. Donc ça semble faire sens de dire, bah, si j'ai alpha racine de q, alors alpha est inversible. Et je peux juste me contenter de regarder les alphas non nuls qui finalement annulent mon polynôme q. Donc, soit alpha inversible, donc évidemment non nul, tel que q de alpha égale 0. Alors maintenant, regardons qu'en est-il de la dérivée. Q' de alpha. Alors Q' de alpha, la première chose que j'ai peut-être très envie de faire, c'est juste déjà d'écrire ce que ça vaut. Donc je vais avoir somme pour k allant de 0 à p-1 de k factoriel fois k fois x puissance k-1. Alors je ne suis pas obligé de commencer à 0, évidemment, je peux commencer à 1 maintenant. Tac, évidemment, puisque le terme constant va être annulé. Et là, je vois un k factoriel fois k. Et ça, bah, pour ceux qui suivent bien la chaîne, vous avez pu voir, il n'y a pas si longtemps, un calcul de somme à travers l'interro surprise numéro 22. C'était la somme des k factoriels fois k. Et comment on avait fait pour calculer cette somme? Eh bien, on avait utilisé une petite astuce en disant que k, c'était la même chose que k plus 1 moins 1, et en développant, en faisant k factoriel fois k plus 1 et k factoriel fois moins 1. Eh bien, c'est exactement ça que je vais faire ici aussi. Je vais me retrouver alors avec somme pour k allant de 1 à p-1 de... Alors, je vais vous faire quand même le détail juste pour ceux pour qui ça ne parle pas ce que je viens de dire. Donc, on a x puissance k-1. Et donc là, je vais faire k factoriel fois k plus 1.
et k factoriel fois moins 1. Donc ça va et je vais couper ma somme en deux tant qu'à faire. Ça fait somme pour k à l'ordre de 1 à p moins 1 de k plus 1 factoriel, et j'ai mis des x, mais c'est des alpha que je dois mettre. Alpha, alpha. Donc alpha puissance k moins 1 moins somme pour k allant de 1 à p moins 1 de k factoriel alpha puissance k moins 1. Et là, en voyant ça, on se dit on n'est pas très loin du polynôme qu'on avait au début. Et comme on n'est pas très loin du polynôme du début, bah, on va s'y ramener, puisqu'on sait que pour ce polynôme-là, ça fait 0. Donc là, on se rend compte, alors je ne sais pas si c'est le plus facile, le plus facile, je pense que c'est celui-là. Donc si je regarde celui-là, je vois qu'il me manque un fois alpha pour me retrouver quasiment avec le même polynôme de début, sauf qu'il me manque le terme en 0. Donc ça veut dire que ça, c'est la même chose que Q de alpha, auquel je dois enlever la constante et que je divise par alpha. Et à cause de ça, comme Q de alpha, ça fait 0, eh bien je vais me retrouver avec tout simplement moins 1 sur alpha. Très bien. Et de l'autre côté, alors de l'autre côté c'est un peu moins facile, là je dois avoir une multiplication par alpha carré pour me ramener à une somme qui ressemble beaucoup à Q de alpha. Donc déjà je sais que je vais me retrouver avec divisé par alpha carré. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer sur cette somme-là? Donc si je multiplie par alpha carré, je me retrouve avec somme des k plus 1 factoriel alpha puissance k plus 1, et si je fais un changement d'indice, c'est la même chose que la somme qui est ici, mais je commence à k égale 2, et je finis avec p. Donc ça veut dire que par rapport à q de alpha, il faudrait ajouter p factoriel alpha puissance p, et il faut ensuite enlever, puisque je commence à k égale 2, il faut enlever les deux premiers termes en fait de la somme. Donc ça veut dire qu'il faut que j'enlève le 0 factoriel qui correspond à moins 1 ici, et il faut que j'enlève aussi le terme en k égale 1 qui est en fait tout simplement moins alpha. Voilà, très bien, bon bah, je suis content pour l'instant de ce que j'ai. Et donc bah, si je fais la soustraction des deux, donc déjà le p factoriel fois alpha puissance p, bah, il y a un fois p, donc ça veut dire que modulo p ou dans z sur pz, ce truc-là, ça vaut 0. Ensuite, j'ai un moins alpha sur alpha carré, moins 1 sur alpha. Du coup, bah, ça, c'est la même chose que moins 1 sur alpha, moins 1 sur alpha. Donc ça va se simplifier aussi. Et à la fin, je me retrouve donc avec, attention les yeux, moins 1 sur alpha carré. Alors c'est dommage, ça ne donne pas 0. Mais, grâce à ce calcul, on peut commencer à penser à une petite idée. Pourquoi pas, au lieu de travailler avec le polynôme Q, travailler avec un polynôme qui serait congru au polynôme Q et qui ne serait pas d'un degré trop différent du degré de Q de départ, et essayer de se ramener donc à un polynôme qui, lui, va bien admettre les racines de Q comme racines, et en plus de ça, ça va être des racines doubles. Pourquoi pas essayer de faire une manipulation dans ce sens-là? Eh bien, c'est exactement ce que nous allons faire. Alors, pour faire la manipulation, ou avoir la bonne idée de la manipulation, on pourrait se dire, là, on a une division par alpha carré. Une bonne idée, ça serait de se dire, bah, pourquoi pas, je vais multiplier par x carré le polynôme que j'ai sous la main. Si les choses se passent bien, bah, je dis si les choses se passent bien, on pourrait se dire, ok, je vais dire que j'ai mon polynôme là qui marche bien avec le carré, et à la fin, je vais peut-être me retrouver avec moins 1. Mais on a vu un autre polynôme qui a un dérivé, qui a pour dérivé moins 1. On a vu notamment x puissance p moins x. Alors tout ce que je vais bêtement faire, c'est je vais soustraire ce polynôme-là au polynôme que j'ai eu en multipliant par x carré. Et voilà, on en arrive donc avec la bonne idée. Qui est celle que je viens de dire. Donc je vais garder mon polynôme q qui est là-haut, et je vais effacer un petit peu ce qu'il y a ici. Et je vais considérer un autre polynôme. Alors je viens d'effacer un calcul, je ne voulais pas l'effacer, mais c'est pas grave, je vais l'écrire. Je vais le réécrire après. On va considérer le polynôme R, 5. Je vais peut-être mettre une autre couleur pour ce polynôme. Pas juste le polynôme, mais donc hop. Je vais considérer le polynôme R comme étant x carré fois ce truc-là, donc somme k allant de 0 à p moins 1 de k factoriel x puissance k plus 2. C'est ça. Et puis je vais, en plus de ça, donc que je ne fasse pas de bêtises, je vais en plus de ça à enlever x puissance p moins x, donc ça veut dire que je fais plus x moins x puissance p. D'accord, donc je vais souligner ce que je viens d'ajouter. Je viens d'ajouter ça, et je viens d'ajouter un fois 2 ici.
Alors, ce qu'il faut constater, c'est que si alpha est une racine de ce polynôme, alors alpha est une racine de ce polynôme-là. Est-ce qu'il n'y aurait pas une réciproque? Eh bien, il se trouve que oui, il y a une réciproque. Si alpha est non nul, eh bien, alpha est une racine de lui, implique alpha est une racine de lui. Tout simplement parce qu'il suffit de diviser par x, de voir que pour n'importe quel alpha non nul, bah, ce truc-là vaut 0, puis après vous avez encore un fois x que vous pouvez enlever, et vous vous retrouvez avec la même somme de départ. Donc en effet, chose qu'il faut remarquer, c'est que donc si j'ai alpha dans z sur pz croix, eh bien q de alpha égale 0, si seulement si r de alpha égale 0. Donc très bien, là on est content, on n'a pas trop perdu d'informations, ça c'est cool. Un autre truc qu'on peut regarder aussi, c'est le degré du polynôme que nous obtenons ici. Quel est le degré du polynôme que nous obtenons ici? Le degré du polynôme ici, c'est pour l'instant p plus 1. Là, on peut commencer à avoir un peu peur parce que si on divise par 2 p plus 1, ça ne va pas donner exactement ce qu'on veut. Mais c'est pas grave. Notez ici que vous avez un x que vous pouvez être en facteur. Donc rien ne vous empêche ensuite de regarder le polynôme s, qui sera juste le polynôme où vous divisez par x, le polynôme r. Et si vous faites ça, par la suite, vous avez encore une fois un polynôme, et ce polynôme-là, il s'annule exactement aux racines non nulles du polynôme qui est ici r. Donc, oui, voilà, c'est ça. Donc ça veut dire que ça, c'est équivalent aussi à dire que s de alpha égale 0. Très bien. Alors maintenant, ce que je vais montrer, c'est que si j'ai alpha non nul racine de r, c'est forcément une racine double. Et je viens d'effacer tout le calcul, mais c'est pas grave, je vais le réécrire un peu. Donc soit alpha, un élément donc dans z sur pz, 3, tel que r de alpha égale 0, et je vais maintenant regarder la dérivée. Donc r' de alpha. Donc si je regarde la dérivée, je vais me retrouver avec ce truc-là qui va donner somme pour k allant de 0 à p-1 de k factoriel k plus 2 fois x puissance k tout simplement, je pense. K plus 1, pardon, quand même. Ok, et puis, il faut que je dérive l'autre polynôme là-bas qui fait plus 1. Alors maintenant, si je regarde ça, k plus 2, je refais la même astuce que tout à l'heure. K plus 2, c'est la même chose que k plus 1 plus 1. Et donc ça va me donner finalement somme pour k allant de 0 à p-1 de quoi? Eh bien de k factoriel, k plus 1 factoriel fois x puissance fois alpha. Encore une fois, je mets des x, mais c'est alpha que je mets. Donc alpha puissance k plus 1. Ensuite, plus la somme pour k allant de 0 à p-1 de k factoriel alpha puissance k plus 1. Très bien. Et puis ensuite, j'ai un plus 1. Alors maintenant, je regarde ça dans le blanc des yeux et je vois que ça, c'est la même chose que q de alpha fois alpha. Mais q de alpha vaut 0, c'est seulement si r de alpha vaut 0. Là, on sait que r de alpha vaut 0, donc ça vaut 0. Maintenant, lui, pareil, on voit que c'est pas loin du polynôme q, sauf que, alors, il manque un terme qui est le terme en p, mais le terme en p, on sait déjà qu'il vaut 0, donc on va pas s'en préoccuper plus que ça. Et pour revenir à q, il nous manque aussi le terme en 0. Bon, il faut donc l'ajouter, le soustraire. On a donc q de alpha moins 1. Et donc, ça veut dire que q de alpha étant égal à 0, ça, c'est égal à moins 1. Mais maintenant, là, on a moins 1 plus 1. C'est là la magie qui s'opère. Moins 1 plus 1, ça nous donne 0. Pas mal, non? Et donc, là, qu'est-ce qu'on vient de démontrer? On vient de démontrer que toute racine non nulle, de R est double. Et donc, si je divise par x, puisque là, ici, j'enlève la racine nulle de mon polynôme R, et bien là, je vais me retrouver avec un polynôme S, dont toutes les racines sont doubles. Donc, toutes les racines, puisque 0 n'est plus une racine, toutes les racines non nulles de R sont les racines non nulles de S. D'accord? Donc, à cause du fait que ce sont des racines doubles, et bien forcément, ça va être des racines doubles dans S, puisqu'on va factoriser toujours par la même chose. X moins alpha à la puissance M alpha, avec le M alpha correspondant à la multiplicité des racines du polynôme R. Donc la division par x permet de conserver la multiplicité des racines dans le polynôme S. Donc toutes les racines de S sont multiples. Je mets double, mais c'est multiple que je veux mettre.
multiples. Parce que ça peut être plus que double. Elles sont multiples. Et là maintenant, encore une fois, la magie qui s'opère. Vous avez S. Quel est le degré de ce polynôme? Eh bien, je venais de dire que le degré de ce polynôme, c'est P-1. Le degré de ce polynôme, c'est P plus 1. Et en divisant par X, on se retrouve avec un polynôme de degré P. Donc là, le degré de S, c'est juste P. Est-ce que je dis une bêtise? Non, c'est ça. Donc c'est juste P. Et comme le degré de S c'est juste P, d'après le petit résultat que j'ai mentionné plus tôt, ça veut dire alors que le nombre de racines de S, eh bien c'est majoré par le degré de S sur 2, qui est égal à P sur 2. Et là, vous pourriez me dire, oui, mais attends, c'est pas encore P moins 1 sur 2, comme on a dit tantôt. Eh bien, P, c'est un nombre premier qui est impair. Alors, il est vrai que là, je pourrais m'arrêter là, et j'aurais, pour ainsi dire, quasiment terminé l'exercice. Parce que, oui, si je prends P égale 2, en fait, là, j'aurais un résultat qui serait valide même pour les nombres premiers en prenant P égale 2. Je vous fais la remarque, ça c'est quand même pas mal. On a un résultat qui serait aussi valide pour P égale 2. Mais là, je suis en train de travailler à un nombre impair, et comme je suis en train de travailler à un nombre impair, P sur 2, c'est pas un nombre entier. Donc, quel est le plus grand nombre entier qui est tout juste plus petit que P sur 2? Eh bien, ça va être justement P moins 1 sur 2. Donc là, c'est pas un entier, ça, alors que ça, c'est un entier. Donc ça implique que le nombre de racines de P, de S, mais qui sont les racines de Q, du coup. Ça, c'est la même chose que le nombre de racines de Q, puisque comme je l'ai fait avec les équivalences ici, être une racine de Q, c'est équivalent à être une racine de S, au final, puisque de toute façon, 0 n'est pas une racine de Q, et pareil ici, 0 n'est pas une racine de S, donc tout va bien. Et du coup, ça, c'est majoré par P moins 1 sur 2. Ce qui permet de conclure. Donc voilà, c'est un très joli exercice. Encore une fois, merci pour la proposition. J'ai pas mal hésité à attaquer cet exercice parce que je ne savais pas trop ce que je pouvais apporter de plus par rapport à la vidéo déjà faite d'Axel Arnaud, que je salue à nouveau, si un jour il voit cette vidéo. Finalement, j'ai eu l'impression que je pouvais apporter quelques petites choses en plus, notamment cette idée d'essayer de vous amener un peu plus d'intuition sur pourquoi on pouvait faire les choses d'une certaine manière et pas d'une autre. Dans la vidéo d'Axel Arnaud, il se propose de faire des manipulations modulaires de cette expression pour se ramener à quelque chose qui ressemble beaucoup à une formule de développement limité de l'exponentielle. Et avec ça, peut-être simplifier un petit peu les calculs qui s'en suivent pour vérifier si notre polynôme admet des racines simples ou doubles. Mais à un moment donné, il utilise aussi la même technique que ici, c'est-à-dire ajouter ou soustraire le polynôme qui est ici x moins x puissance p. Et en faisant ça, ça permet d'assurer quand on a un polynôme qui n'a pas encore des racines doubles par rapport à ce qu'on voudrait avoir, eh bien ça peut faire en sorte que certaines racines deviennent des racines doubles. C'est quand même assez rigolo. Et cela peut s'obtenir grâce justement peut s'obtenir à des moments où la dérivée du polynôme en la valeur alpha ne dépend pas de alpha. C'est-à-dire dès qu'on arrive à quelque chose qui est constante par rapport à la racine qui est en jeu. Et si on fait ça, là on est très heureux et tout marche bien. Là, c'est vraiment une petite astuce, pas évidente à sentir. Donc déjà, c'est pas évident de sentir l'idée de vouloir regarder les polynômes avec des racines multiples. Ça c'est pas généralement très très classique de penser les choses comme ça, même si pourtant l'exercice en lui-même de dire que si on a des racines multiples, alors le nombre de racines du polynôme c'est inférieur au degré du polynôme sur 2, même si ce résultat-là est assez classique, c'est pas évident d'y penser à travers cet exercice-là. Donc déjà, je voulais essayer de vous faire comprendre pourquoi c'était une plutôt bonne idée d'essayer de penser polynôme et de penser à ces histoires de racines multiples. J'espère y être parvenu. Et puis ensuite, je voulais essayer de vous mettre un peu plus en avant l'idée de pourquoi ça peut être pas mal d'essayer d'ajouter ou de soustraire un polynôme ici, x moins x puissance p, dont la dérivée est une constante, à condition que vous sachiez que la dérivée du polynôme que vous avez, calculée en une racine donnée, vous donne un truc constant. Vous pouvez toujours utiliser la congruence pour vous ramener avec des racines qui vont être multiples pour le polynôme qu'on aura obtenu là-dedans. Et donc grâce à ça, on arrive à utiliser les résultats attendus, donc cette idée de racine multiple, donc le nombre de racines est inférieur ou égal au degré du polynôme sur 2, pour conclure l'inégalité souhaitée et donc résoudre le problème de départ. Est-ce que j'ai autre chose à ajouter? Je pense pas. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui pourraient être intéressés par cette vidéo ou par le contenu de la chaîne de manière plus générale. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours, voire même vos résolutions différentes si vous en avez d'autres.
concernant cet exercice. Ça fera toujours plaisir de discuter maths avec vous. Ici, ça sera pour me soutenir. Ici, ça sera pour vous abonner. N'oubliez pas d'activer la clochette. De nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne. Et sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!